C'était le genre de week-end qu'on ne vit qu'au cœur de l'hiver. Un froid si mordant qu'il figeait la respiration en un nuage de givre. Un silence si profond qu'on pouvait entendre la glace craquer sous les bottes. Joe et moi avions passé 2 jours sur un lac gelé, perdu au milieu de nulle part, entouré par des kilomètres de neige et, de temps en temps, le cri solitaire d'un corbeau. Les poissons mordaient à l'hameçon comme jamais, la bière coulait tout aussi librement, et au moment de plier bagages, le coffre du 4x4 de Joe débordait de dorés et d'achigans. On était euphoriques, victorieux même. La route, qui nous ramenait à Kapuskasing, était ensevelie sous une épaisse couche de neige, si dense qu'on aurait dit rouler à travers un rêve, ou un cauchemar, selon la perspective. Le nord de l'Ontario a ses caprices, et les tempêtes de neige en font partie. Mais ça, ce n'était pas une simple tempête. C'était un de ces hivers qui engloutissent tout sur leur passage, voitures, maisons, vies entières. Le genre dont on parlerait encore des décennies plus tard, en secouant la tête comme des rescapés d'un cataclysme oublié. On avançait bien, le SUV luttant pour grimper une côte raide quand on les a vus. 2 hélicoptères de la police, leurs rotors fendant l'air glacial. Ils se sont posés en plein milieu de la route devant nous, soulevant des tourbillons de neige fantomatiques qui retombaient lentement dans un silence pesant. Le trafic s'est figé. Joe et moi avons échangé un regard. Rien de bon ne découle jamais de la présence d'hélicoptères sur une route isolée. On a compris plus tard. Un jeune couple, tout juste marié, probablement encore flottant sur leur nuage de bonheur, avait percuté un camion de plein fouet. Aucun des deux ne s'en était sorti. Le genre de drame qui ne se contente pas de prendre des vies, mais laisse une cicatrice dans l'air, sur la terre, et dans le cœur de ceux qui restent. La route était fermée pour une durée indéterminée. On n'avait pas le choix. Il fallait rebrousser chemin. On s'est retrouvé dans un hameau aussi minuscule qu'il n'avait même pas de nom sur la carte. Juste un panneau stop, une station-service qui faisait aussi office de motel et de dîner, et quelques maisons d'après-guerre presque avalées par la neige. Tout ce qu'on distinguait d'elles, c'était leur toit, dépassant à peine, comme des mains cherchant désespérément à s'accrocher à la surface. Joe m'a regardé, et j'ai vu l'éclair dans ses yeux, ce regard qu'il a quand il est sur le point de faire une connerie. « Accroche-toi » a-t-il lâché. Et avant que je puisse protester, il a quitté la route principale pour s'engager sur un sentier de motoneige. Ce n'était pas une route. Pas vraiment. Juste une piste à peine assez large pour une luge, encore moins pour un SUV, bordé de murs de neige si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. La neige absorbait tout bruit, étouffant le monde dans un silence pesant, irréel. Seul le crissement des pneus et le ronronnement du moteur troublaient en cette quiétude angoissante. Il n'y avait plus de retour possible, plus de marche arrière, c'était tout droit, ou rien. « T'es sûr que c'est une bonne idée ?» ai-je demandé, bien que la question sonne creux dès qu'elle franchit mes lèvres. Le mot « sûr » n'existait pas dans le vocabulaire de Joe. Il ne répondit pas. Ses mains agrippèrent le volant, ses mâchoires serrées, son regard fixé sur la piste, comme si sa seule volonté pouvait nous mener au bout. Le soleil se couchait, projetant sur la neige une lumière aveuglante, transformant notre chemin en un enchevêtrement d'ombres mouvantes et de glaces scintillantes. La piste était pire que ce que j'avais imaginé. Secouée de creux et de bosses, elle serpentait comme un manège conçu pour vous expulser hors de l'attraction. Tout en moi hurlait qu'on n'avait rien à faire ici. La nuit tombait vite, avalant les dernières lueurs du jour, une angoisse froide et viscérale me nouait l'estomac. C'était ce genre d'endroit, celui où les mauvaises choses arrivent, celui où l'on se perd, où le vent souffle à travers les arbres, chuchotant des histoires sur ceux qui étaient passés avant nous, et qui n'étaient jamais revenus. Joe arrêta brutalement le 4x4. Le moteur s'éteignit dans un silence tendu, vibrant encore d'un écho nerveux. Autour de nous, l'air semblait plus dense, plus épais, comme si les murs de neige se refermaient lentement, nous emprisonnant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, la voix plus fragile que je ne l'aurais voulu. Je n'aimais pas la façon dont Joe serrait la mâchoire, dont ses lèvres formaient une ligne pâle et tendue. Il ne répondit pas tout de suite, scrutant la piste du regard, cherchant une échappatoire invisible. « Faut que je fasse demi-tour », lâcha-t-il enfin, sans grande conviction. Et vu l'incertitude dans sa voix, il n'avait pas la moindre idée de comment s'y prendre. Je me penchai vers le pare-brise, observant le sentier étroit, les murs de neige qui ressemblaient plus à des falaises qu'à de simples congères. On était piégés, sans espace pour manœuvrer, sans espace pour respirer. Joe enclencha les pleins phares, et la lumière déchira la nuit épaisse et ombragée, accrochant quelque chose droit devant. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il, la voix basse, presque prudente. Ses yeux se plissèrent alors qu'il se penchait vers le pare-brise. « On dirait une route !» C'en était une, ou du moins ça y ressemblait, une piste brute, non balisée, à peine discernable du reste de la neige environnante. Pas de panneaux, pas de traces, aucune indication sur où elle menait. « On va voir où ça nous mène », déclara Joe.
les doigts crispés sur le volant tandis qu'il le tournait brusquement vers la droite. Le van gémit en protestation en s'engageant sur la nouvelle voie, les pneus écrasant la neige d'un bruit sourd, un bruit qui n'évoquait pas une route mais un piège. À mesure qu'on avançait, un sentiment de malaise rampa lentement dans mes tripes, s'enroulant autour de moi comme une corde glacée. Ce n'était pas juste une mauvaise idée, c'était pire. Le genre de mauvais pressentiment qui ne se raisonne pas. On était complètement hors circuit désormais. Même la voie familière de Google Maps était impuissante à nous sortir de là. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus de plan B. La route semblait rétrécir encore, les arbres se penchant comme s'ils murmuraient entre eux, leurs branches squelettiques griffant le ciel noir. « Ça ne sent pas bon », murmurai-je, mais je n'étais pas sûr que Joe m'ait entendu ou qu'il s'en soucie. Les phares découpaient un sentier fragile à travers l'obscurité, mais ce n'était pas suffisant. Plus on s'enfonçait, moins je me sentais certain de quoi que ce soit. La nuit nous enserrait, suffocante, et je compris alors que la lune ne viendrait pas à notre secours ce soir. Elle se cachait, nous abandonnant à l'aveugle dans les ténèbres. Et quand la lune détourne le regard, d'autres choses regardent à sa place. Joe agrippa le volant plus fort, ses jointures blanchissant sous la pression. « Ça va aller », dit-il, mais je l'avais trop souvent entendu dire ça pour encore y croire. Puis il écrasa la pédale de frein, et mon estomac bascula tandis que le van glissa légèrement sur la neige tassée. « Tu as vu ça » chuchota Joe, tendu. Sa main se tendit, pointant droit devant. Je plissai les yeux dans l'obscurité trouble. Pendant un instant, je ne vis rien, juste cette masse oppressante de neige et d'ombre. Puis, quelque chose vacilla. Une lueur instable, à peine perceptible au loin, dissimulée au fond des bois. Bleu, orange, jaune, du feu. « Un feu de camp » murmurai-je, mais le mot sonna faux dans ma bouche. Qui pourrait bien être là, et pourquoi ? Joe n'eut pas le temps de répondre. Un cri déchira la nuit, brutal et déchirant. Un hurlement, ou quelque chose qui voulait désespérément en être un. « Tu as entendu » demanda Joe, à peine plus qu'un souffle. J'hochai la tête, la gorge soudain sèche. Le cri retentit à nouveau, long, traînant, vibrant d'une tonalité qui heurta quelque chose de profond en moi. Trop solitaire, trop faux, j'avais déjà entendu des loups. Mais ça, ce n'était pas un loup, pas exactement. « Ça recommence » murmura Joe, plus pour lui-même que pour moi. « Un loup » dis-je, mais sans conviction. Le mot resta suspendu dans l'air comme un mensonge. C'est à ce moment-là qu'on les vit. 2 points, lumineux, rouges, fixes, tapis dans les ombres, des yeux, qui nous observaient. D'un geste vif, Joe coupa les phares. L'obscurité nous avala tout entier. « Ne bouge pas » chuchota-t-il. Sa voix était à peine perceptible sous le rugissement soudain de mon propre sang dans mes oreilles. Le van était immobile, nous aussi, prisonniers de son ventre métallique. Dehors, quelque chose bougeait, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Je restais figé, agrippant les bords de mon siège, comme si c'était la seule chose qui me maintenait ancré à la réalité. Mes mains tremblaient, ma respiration se brisait en court souffle précipité, chaque exhalation s'évaporant en un nuage glacé. Les yeux rougeoyants étaient pas toujours là, ils se rapprochaient, vite, trop vite, découpant l'obscurité comme les phares d'un train fantôme lancé droit sur nous. « Prends le flingue » chuchota Joe, sa voix à peine audible sous le vacarme assourdissant des battements de mon cœur. Je me tordis maladroitement, tâtonnant à l'aveugle pour l'attraper, mais il était hors de ma portée. Joe l'avait planqué à l'arrière, de son côté, évidemment. Mes doigts effleurèrent le vide, tandis que je m'étirais plus loin, sachant que je n'y arriverais pas à temps. Puis tout s'arrêta. Les yeux luminescents disparurent, nous plongeant dans une obscurité totale, un silence si dense qu'il en semblait presque vivant. L'espace d'un instant, fugitif et fragile, j'osais croire que, peut-être, c'était fini. Et c'est là que ça frappa. La chose s'écrasa sur le capot avec une violence inouïe, faisant trembler tout le van sous son poids. Nous hurlâmes à l'unisson, un cri brut, primal, arraché à nos entrailles. Mon cerveau luttait pour comprendre ce que je voyais. La créature était immense, bien trop grande pour appartenir à ce monde. Son corps long et efflanqué, presque squelettique, était couvert d'un pelage enchevêtré, luisant sous le givre. À première vue, elle ressemblait à un berger allemand. Mais c'était faux, tout était faux. Elle se tenait debout, équilibrée sur de puissantes pattes arrière, une abomination hybride entre l'homme et l'animal. Son visage était indéniablement canin, mais ses yeux, brûlaient d'une intelligence qui me souleva le cœur. La créature grogna, la gueule écumante, ses crocs scintillants comme des poignards sous la lumière brisée. « Dogman » souffla Joe, entre terreur et fascination. « Je n'y crois pas. » Je me fichais bien du nom qu'il voulait lui donner. Tout ce que je savais, c'était que cette chose voulait nous tuer. Joe écrasa la pédale d'accélérateur, le moteur rugit dans un râle d'agonie, mais les roues tournaient dans le vide sur la glace. On était coincés. D'un bond fluide, la créature sauta du capot et atterrit lourdement à côté de ma portière.
Ses griffes, longues, courbées, semblables à des lames de boucher, raclaient la tôle dans un crissement insupportable qui me vrilla les dents. Avec une précision terrifiante, elle lacéra la carrosserie, arrachant la portière comme si ce n'était qu'une feuille d'aluminium. Puis elle attaqua. D'un coup sec, elle fracassa le pare-brise dans un éclat assourdissant. Le verre explosa en une pluie de projectiles meurtriers. Son museau s'approcha à quelques centimètres du mien, son haleine brûlante et fétide empestant la charogne en décomposition. Ses griffes frappèrent, frôlant mes yeux d'un cheveu, et je sus que j'allais mourir. Mon corps se raidit, prêt à encaisser le coup fatal. Mais il ne vint pas. Le van tangua violemment alors que la glacière à l'arrière se renversait, déversant notre cargaison de poissons. Une puanteur de sang et de viscères emplit l'habitacle. La créature s'immobilisa. Elle renifla, sa tête se tournant brusquement vers l'odeur. Pendant une seconde, j'étais oublié. Elle bondit vers l'arrière, se jetant sur le tas de poissons avec une frénésie bestiale, son museau se teignant rapidement d'un rouge écœurant, tandis qu'elle dévorait notre prise. Je restais là, figé, paralysé, regardant avec horreur la bête se repaître. Joe aussi restait immobile, le visage livide, les doigts crispés sur le volant, jusqu'à en blanchir les jointures. « Je voulais pas mourir comme ça, » murmurai-je, à peine plus qu'un souffle. Puis les tirs éclatèrent. La première détonation claqua comme un coup de tonnerre, percutant la créature à l'épaule. Elle se cabra en hurlant, un cri si inhumain qu'il vibra jusque dans mes os. Un deuxième coup suivit, frappant sa poitrine de plein fouet. Du sang éclaboussa l'intérieur du van, maculant les sièges, le tableau de bord, moi. L'odeur métallique du cuivre m'emplissait la gorge. « Quelqu'un lui tire dessus !» cria Joe, sa voix tremblante d'incrédulité. 3 autres balles retentirent en succession rapide. La créature grogna, son corps tremblant de rage. Elle tourna sur elle-même, ses yeux rouges brillants se fixant sur quelque chose dans l'obscurité, puis elle se lança à l'assaut. Bang! Le dernier tir manqua sa cible, mais il fut suffisant pour faire reculer la bête. Un dernier hurlement guttural s'échappa de sa gorge avant qu'elle ne disparaisse dans la forêt, sa silhouette monstrueuse, engloutie par les ténèbres. « Nom de Dieu !» murmura Joe, sa voix tremblante. Sans un mot, il repoussa son siège au maximum, se faufilant à l'arrière pour attraper l'arme. Il la brandit, ses mains encore tremblantes. « On va en avoir besoin, » marmonna-t-il. Le froid me frappa d'un seul coup. Avec le moteur éteint et le pare-brise brisé, l'intérieur du van était devenu une tombe glacée. Mon souffle se transforma en nuage blanc, tandis que je me serrais dans mes bras, tentant de freiner les tremblements. « Il fait un froid de gueux, » dis-je, ma voix vacillante. De la vapeur s'élevait de mes lèvres, disparaissant dans l'air glacial. La scène autour de nous ressemblait à un chaos pur. Le verre brisé scintillait comme des cristaux de glace. Du sang, le nôtre, celui de la créature, celui des poissons, couvrait tout. L'odeur de la mort était écrasante. Mes mains tremblaient, alors que je regardais Joe, qui était pâle et silencieux, l'arme serrée dans ses genoux. Je ne savais pas ce que c'était que cette chose. Je ne savais pas comment elle nous avait trouvés. Mais une chose était sûre, ce n'était pas fini. Je tirai sur la poignée de la portière, mais elle resta bloquée. Joe tenta à son tour, sans plus de succès. Nous étions coincés, et la panique commençait à s'immiscer, comme le froid qui s'infiltrait à travers le pare-brise brisé. Ma portière était bloquée. Celle de Joe portait une balle où la poignée avait été, et le pare-brise. Y passer me transformerait en un humain perforé. Il n'y avait qu'une seule issue, l'arrière, à travers le sang, les tripes, les arêtes de poisson. C'était un cauchemar. Mais on l'a fait. Une fois dehors, le froid me transperça comme une lame et je scrutais l'obscurité environnante, m'y attendant à voir réapparaître ses yeux rouges infernaux. La forêt était d'une tranquillité inquiétante, le seul bruit, celui de la neige crissant sous nos bottes. Le dogman, ou ce que c'était, avait disparu. Joe était déjà sur le qui-vive, son fusil à pompe pointé vers une lumière lointaine qui s'approchait, une voiture. En quelques minutes, les phares éclairèrent un vieux microbus Volkswagen qui s'arrêta juste devant nous. Le conducteur, un homme maigre, aux cheveux roux et aux yeux perçants, ceinturé de munitions, sortit. Il portait un fusil de précision, comme s'il était né avec dans les mains. Le type ressemblait à quelqu'un tout droit sorti d'une zone de guerre, ses mouvements rapides, calculés, son regard sans cesse à l'affût, scrutant la ligne des arbres. « Vous l'avez vu ?» aboya-t-il, sa voix sèche et tranchante. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Parfait. Il est allé par où ?» Joe et moi échangeâmes un regard, incertains de savoir s'il fallait répondre ou fuir. Ce type avait une présence qui rendait Clint Eastwood presque amateur à côté de lui, et un arsenal pour appuyer ça. Pendant un instant, je pensais qu'il allait nous tirer dessus juste pour être des témoins. Il balaya la scène du regard, fronçant les sourcils en voyant le carnage à l'intérieur du van. Du sang, des tripes, du verre brisé, ça ressemblait à un champ de bataille. Il haussait les épaules. « Je suppose que vous aurez besoin de mon aide, dit-il. Avant que nous puissions répondre, il retourna vers son bus et ouvrit la trappe arrière.
À l'intérieur se trouvait un stock d'armes de guerre, fusils à pompe, couteaux, des choses que je n'avais même pas de nom pour désigner. Joe laissa échapper un sifflement bas, clairement impressionné. « Nom de Dieu !» marmonna-t-il. Je restais silencieux, toujours en train d'assimiler le fait que cet étranger, lourdement armé, venait d'apparaître de nulle part. Il s'appelait Patrick, un chasseur de dogman autoproclamé. Et bien que je ne sois pas sûr de lui accorder ma confiance, nous n'avions pas vraiment le choix. Il nous fit monter dans son bus et nous conduisit à sa cabane, tout en nous racontant des histoires sur le dogman. Des histoires qui paraissaient trop folles pour être vraies. Patrick affirmait traquer la créature qui nous avait attaqués depuis des semaines. Elle avait mutilé des cerfs, des coyotes et même des animaux domestiques, laissant des restes à moitié mangés disséminés à travers la campagne. Les habitants étaient terrifiés. Et Patrick en avait fait sa mission de traquer la bête. Il disait en avoir vu 4 ou 5 au cours de sa vie, ou du moins, c'était ce qu'il prétendait, et en avoir blessé 2. « Sacré salopard », dit-il, sur un ton neutre. « Durs à tuer. » Cette nuit-là, Joe et moi restâmes éveillés, parlant avec Patrick, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Joe était fasciné, ses instincts de chasseur prenant le dessus, mais je n'arrivais pas à effacer de ma mémoire les griffes du dogman, à quelques centimètres de mon visage. Ce n'était pas juste un chasseur, c'était une fin, pour moi. Le lendemain, nous retournâmes au SUV pour évaluer les dégâts, ou ce qu'il en restait. Le van était méconnaissable, ses entrailles déchiquetées et éparpillées comme des confettis. Du sang et des tripes recouvraient toutes les surfaces, et la glacière était complètement vide. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas uniquement le dogman, quelque chose ou quelqu'un avait ravagé le véhicule après notre départ. « Ça ne va pas », murmura Patrick, ses yeux scrutant la scène. « Il doit y avoir une explication. » Nous cherchâmes dans les environs pendant plus d'1 heure, mais la neige fraîche avait effacé toutes les traces. La forêt ne nous offrait aucun indice, aucune réponse, juste le silence. La déception de Patrick était palpable. À contre-cœur, nous remontâmes dans son bus et repartîmes. D'effet, un SUV en moins et un jour de retard sur notre programme. Mais ce n'était pas la fin. Joe et Patrick restèrent en contact, se liant d'amitié autour de leur fascination commune pour le dogman. Joe venait d'une longue lignée de chasseurs, et l'idée de traquer quelque chose d'aussi insaisissable éveillait en lui une flamme. Moi, de mon côté, je n'avais aucune envie de me mêler à tout ça. Cette chose avait failli me tuer. Je n'étais pas pressé de lui donner une nouvelle chance. Pourtant, malgré mes protestations, une équipe commença à se former, des chasseurs de dogman. Ils planifièrent des expéditions échangeant histoire et stratégie, leur excitation grandissant chaque jour qui passait. Et bien que j'essayais de m'en éloigner, un sentiment persistant de terreur s'installa dans mon ventre. Certaines routes sont mieux laissées inexplorées. Le nord de l'Ontario a une manière de vous rappeler qu'il existe des choses ici, des choses que vous ne voulez pas voir, des choses que vous ne pouvez pas oublier. Et ces choses-là, elles vous regardent toujours. Histoire 2. Quand je repense à tout cela maintenant, je me demande si ce n'était pas une erreur de garder cette histoire cachée aussi longtemps. Mais le temps a une manière d'affaiblir votre détermination, et je ne rajeunis pas. Quelqu'un doit l'entendre, doit savoir que le monde n'est pas aussi parfaitement cousu qu'on voudrait le croire. C'était au début de mes jours au DNR, département des ressources naturelles, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'étais affecté à ce que nous appelions l'unité Night Stalker. Le nom peut paraître drôle, jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il signifiait. Nous étions chargés de traiter les cas impliquant des entités zoologiques classifiées, ou Cesetus. Ce n'étaient pas des créatures ordinaires, vous savez. Nous parlons des choses qui échappent aux fissures de la science et du folklore, des dogmen, des sasquatch, des sirènes et d'autres. Des créatures qui peuvent vous surpasser, vous déjouer ou vous anéantir si vous ne les traitez pas avec le mélange adéquat de prudence et de respect. Notre travail n'était pas de courir après chaque histoire de feu de camp ou photographie floue. Si quelqu'un prétendait avoir vu une CZE, nous nous assurions généralement qu'il n'y avait pas de preuves compromettantes et nous passions à autre chose. Mais lorsqu'il y avait une perturbation, quelque chose de violent, quelque chose de tragique, c'est alors que nous intervenions. Et l'affaire dont je vais vous parler, c'était aussi tragique qu'il soit possible de l'imaginer. C'était en 83, lors de ma première année dans ce travail. J'étais encore novice, suivant mon mentor, Connor Duncliffe. Si vous avez fréquenté les cercles des parcs et de la faune, vous avez forcément entendu parler de lui. Connor était une légende vivante, et il portait ce poids avec une confiance silencieuse qui vous faisait sentir que rien ne pouvait l'ébranler. Mais même lui n'était pas prêt pour ce que nous avons trouvé dans la région de Land Between the Lakes, cette étendue de nature sauvage qui s'étend entre le Kentucky et le Tennessee. L'appel arriva tôt,
Quelque chose de grave s'était produit dans l'un des campings. Une famille de 4 personnes, qui devait passer des vacances d'été idylliques, avait été retrouvée morte. Pas simplement morte, battue à mort. La police locale et les gardes forestiers étaient déjà sur place lorsque nous sommes arrivés. Ils parlaient d'une attaque par un animal sauvage, peut-être un ours ou une meute de loups, mais les expressions sur leur visage racontaient une autre histoire. Ils ne croyaient pas eux-mêmes à leurs mots, et nous non plus. Le camping était un véritable chaos incarné. Du sang partout, la sorte de scène qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Le père était étendu juste à l'extérieur de la porte de la caravane, fendu de la poitrine au bassin comme si quelqu'un lui avait donné un coup de hache. Son fusil à pompe gisait dans la terre à côté de lui, une cartouche tirée, mais rien à montrer. À l'intérieur de la caravane, le cauchemar continuait. Le garçon, il ne devait pas avoir plus de 10 ou 11 ans, était éparpillé dans la pièce à vivre. Des morceaux de lui étaient jetés sur les meubles comme une parodie macabre de décoration de Noël. Et puis il y avait la mère. Nous l'avons trouvée dans la salle de bain, à l'arrière de la caravane. Elle avait résisté. On pouvait le voir dans l'état de ses mains, déchirées par des blessures défensives profondes et désespérées. La porte de la salle de bain avait été arrachée de ses gonds, tordue comme du papier d'aluminium. Ce qui avait fait cela n'était pas seulement fort, c'était enragé. Et puis Connor remarqua les poupées, les petits vêtements. Il y avait eu une petite fille. Nous espérions, contre toute attente, qu'elle avait couru, qu'elle s'était cachée quelque part dans la forêt. Nous avons cherché, appelant dans les arbres, nos voix tremblantes, mais déterminées. À environ 40 mètres de la caravane, nous l'avons trouvée. En haut d'un pin, à 6 mètres du sol, son corps brisé pendait d'une branche. Elle avait été déchiquetée et suspendue là, comme un message macabre écrit dans la chair et le sang. Ce jour-là marqua la première fois où je compris vraiment ce que cela signifiait de travailler dans l'unité Night Stalker. Ce n'était pas une question de protéger les gens des CZE ou les CZZ des gens, c'était une question de se tenir sur la fine ligne qui sépare les deux et de tenter de ne pas sombrer dans l'abîme. Et parfois, l'abîme vous saisit malgré tout. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grotesque de ma vie, et pendant un instant, j'ai cru que Connor pourrait perdre sa légendaire maîtrise de lui-même. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée, et il y avait dans son regard un éclat que je n'avais jamais vu en lui, de la rage. Connor Duncliffe, le vétéran inébranlable de l'unité Night Stalker, semblait prêt à soit s'évanouir, soit détruire quelque chose de ses propres mains. Après ce qui me parut une éternité, nous nous sommes ressaisis et avons commencé à travailler. Il ne fallut pas longtemps pour reconstituer l'histoire, ou du moins ce que nous pensions qu'il s'était passé. Toutes les preuves indiquaient un cas de Black Dog, le jargon du DNR pour désigner une attaque de Dogman. Le père avait probablement été attiré hors de la caravane par un bruit, peut-être un coup à la fenêtre ou quelque chose de plus délibéré. Une fois dehors, il était fini. Le fusil qu'il avait tiré dans la terre prouvait qu'il n'avait même pas vu ce qu'il avait frappé. À l'intérieur, la mère et les enfants avaient fait ce que n'importe qui ferait. Ils s'étaient débarricadés dans la salle de bain. Mais ça n'avait pas suffi. La porte avait été arrachée, la mère massacrée, et les enfants traînés dehors comme des proies. Connor, toujours aussi observateur, était convaincu qu'il y avait eu plus d'un Dogman impliqué. Cela signifiait que ce n'était pas un solitaire errant dans la région, c'était une meute, une menace sérieuse pour quiconque s'aventurerait par ici. Nous avons transmis les informations aux autorités locales du mieux que nous avons pu, essayant de garder la vérité enterrée sous des couches de déni plausible. Puis nous sommes retournés à l'hôtel que nous avions réservé à proximité. J'ai passé la majeure partie de la nuit dans un brouillard, fixant le plafond et tentant d'effacer les images de la scène de mon esprit. Connor, quant à lui, passa la nuit sur la terrasse, fumant cigarette sur cigarette et broyant du noir. Il ne disait pas grand-chose, mais il y avait un poids dans son silence, comme s'il pesait quelque chose de sombre et d'irréversible. Au matin, il était évident qu'il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage tendu, mais il y avait une sorte de clarté dans son regard, une décision prise. « Il y a un moyen de régler ça », dit-il d'une voix basse et calme, « mais ce n'est pas facile, et ce n'est pas propre. Tu dois être sûr de vouloir que ça soit réglé. » Je n'hésitais pas. « Je ferai ce qu'il faut, » dis-je. Il hocha la tête, mais l'expression sur son visage était celle d'un homme marchant vers la potence. Il me dit de rassembler du matériel pour un voyage de camping, assez pour 3 ou 4 jours. La plupart de ce dont nous avions besoin était déjà dans le camion, alors je pris de la nourriture, de l'eau et tout ce que je pensais nécessaire. À mon retour, Connor était en train de charger un sac avec des objets pris sur la scène du crime. Je ne posais pas de questions. Je pouvais voir à la manière dont il évitait mon regard que ce n'était pas le moment. Nous roulâmes vers le nord, plus profondément dans le Kentucky, là où les routes devenaient de plus en plus étroites et cahoteuses.
Le gravier se transforma en terre et les arbres semblaient se refermer autour de nous comme des sentinelles silencieuses. Finalement, nous arrivâmes à une clôture marquée « Terrain protégé ». Connor gara le camion, attrapa les affaires et prit les devants à pied. Nous marchâmes pendant des heures, la forêt dense nous engloutissant peu à peu. En chemin, Connor commença à ramasser de la sauge des prairies, remplissant un sac de poignées entières. Il me dit de garder un œil sur le gibier, et je parvins à repérer un lièvre. Malgré mon manque d'habileté avec un arc, nous réussîmes à l'abattre. Mais lorsque je proposai de le dépecer pour le dîner, Connor secoua la tête. « Le lièvre n'est pas pour nous, dit-il. » Lorsque nous arrivâmes dans une clairière, le soleil était bas, baignant le monde dans des teintes rouges et oranges. C'était un endroit plat et dégagé, juste assez pour installer le camp. Connor alluma un feu et y jeta une poignée de la sauge qu'il avait ramassée. La fumée âcre se répandit dans l'air, imprégnant mes vêtements et me piquant les yeux. Ça sentait le même parfum que la sauge que ma grand-mère brûlait dans sa maison. Pourquoi? Je n'en savais rien, mais cela avait toujours eu une sorte de caractère protecteur, comme si elle chassait les mauvais esprits. Je n'arrivais plus à me retenir. Les questions sans réponse me rongeaient. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Connor ?» demandai-je. Il fixa le feu un long moment avant de pencher la tête en arrière pour regarder la lumière qui s'éteignait. Il prit une profonde inspiration, comme s'il tentait de puiser de la force dans les derniers vestiges du jour. La voix de Connor avait un poids, un ton qui vous faisait comprendre que ce qu'il allait dire n'était pas quelque chose qu'on pouvait effacer de sa mémoire. Le crépitement du feu semblait faible entre nous, mais il ne parvenait pas à contenir le froid qui gagnait dans l'air, ni l'inquiétude qui me parcourait l'échine. « Ce qu'on est venu faire ici, » commença-t-il, les yeux fixés sur la fumée qui s'élevait, « c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Je ne l'ai pas fait depuis 20 ans, et je pense que je ne le referai jamais après ça. Mon grand-père m'a appris, tout comme son grand-père le lui avait enseigné, et ainsi de suite. Bien avant que les colons ne viennent foutre le bordel, c'était quelque chose que les Indiens connaissaient, quelque chose qu'ils avaient soit appris de leurs aînés, soit inventé eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, c'est vieux, plus vieux que nous tous. » Il marqua une pause, comme s'il attendait que je le rattrape, mais mon esprit était un enchevêtrement d'incrédulité. Il ne me donnait pas seulement une leçon d'histoire, il me préparait à quelque chose. « Tu sais ces créatures, poursuivit-il, celles qui sont responsables du massacre au parc, elles sont là depuis plus longtemps que nous, plus longtemps que les colons, plus longtemps que les Indiens, plus longtemps que tout ce qui nous ressemble ou pense comme nous. Et avec le temps, notre relation avec elles a évolué. Par périodes, elles ont eu le dessus, et nous avons vécu dans la terreur des bois. D'autres fois, nous les avons repoussées, avec des fusils, des machines, du feu. Ça a été un va-et-vient pendant des siècles. Je hochai la tête, le feu projetant sa lumière dans les rides et les cicatrices de son visage, gravant des ombres dans chaque ligne. « Ce ne sont pas des animaux, dit-il, sa voix devenant plus tranchante. Pas comme les loups ou les ours. Elles sont intelligentes, extrêmement intelligentes, peut-être même plus que nous, sous certains aspects. Je pense qu'elles font partie d'un embranchement évolutif, une bifurcation entre ce que nous sommes devenus et ce qu'elles sont restées. Elles ont pris un autre chemin, celui qui est resté primal, instinctif. Elles ne construisent pas de villes, ne rédigent pas d'histoire, mais elles observent, elles s'adaptent, elles apprennent. J'avais l'impression que mes pensées glissaient entre mes doigts, dispersées et incohérentes. Est-ce qu'il était vraiment en train de suggérer ce que je croyais? Le point est, dit-il, se penchant en avant, qu'ils sont à notre niveau, d'un point de vue évolutif. Il faut les traiter avec respect. De la diplomatie, si tu veux. Ils ne veulent pas vivre dans la peur de nous, et nous ne voulons pas vivre dans la peur d'eux. Pour maintenir cet équilibre, les anciens humains ont trouvé un moyen de communiquer, une ligne de contact, au cas où les choses tourneraient mal. Ces paroles tombèrent lourdement dans l'air. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de tout assimiler. « Tu veux dire qu'on va leur parler? Aux hommes-chiens » Il jeta une nouvelle poignée de sauge dans le feu, la fumée âcre s'élevant dans le ciel qui s'assombrissait. « Ce n'est pas quelque chose qu'ils, ou nous, prendront à la légère, » dit-il. Ils ont cultivé une profonde méfiance envers les humains et honnêtement, je ne les en blâme pas. Ils nous respectent comme une menace, mais ils nous détestent en tant qu'espèce. Pourtant, tous ne sont pas pareils. Certains sont plus enclins à la paix, tout comme certains d'entre nous sont plus enclins à la violence. C'est risqué, peu importe sous quel angle on le regarde. J'avais du mal à respirer. Mon esprit tournait à toute vitesse à l'idée de me retrouver face à face avec l'un d'entre eux, encore moins avec toute une meute. Et pourquoi? Pour faire la paix? Pour demander leur aide? Je ne réalisais même pas que je m'étais complètement figé jusqu'à ce que Connor jette un autre bouquet de sauge dans le feu, me tirant de ma torpeur. « Le rituel, dit-il, doit être suivi à la lettre. Mon grand-père l'appelait comme ça. Le rituel.
Le lieu de rencontre est plus profondément dans les bois, et nous n'emportons rien avec nous. Pas d'outils, pas d'armes, même pas de vêtements. Juste l'offrande et la preuve, c'est le prix d'entrée. Cela leur montre que nous sommes à leur merci, que nous venons en paix. C'est la seule façon qu'ils nous écoutent. Les mots me frappèrent dès comme un coup de poing dans le ventre. Pas d'armes, pas de vêtements. Ça paraissait insensé, et pendant un moment, je me demandais s'il ne se moquait pas de moi. Mais l'expression sur son visage me disait le contraire. Ce n'était pas une blague, c'était de la terreur. Connor Duncliffe, l'homme que je croyais inébranlable, avait peur. Il désigna le feu, où la sauge brûlait encore. « C'est une partie de ça, dit-il. Les Indiens croyaient que cela éloignait les mauvais esprits. » Mon grand-père pensait que c'était autre chose, un signal, une sorte de balise olfactive. L'odeur leur fait savoir que nous sommes là et que nous ne cherchons pas le combat. C'est lié au rituel, quelque chose qu'ils associent à un contact. Il prit un brin de sauge, le porta à son nez, prit une profonde inspiration avant de le jeter dans les flammes. La fumée monta en épais tourbillon, portant avec elle la promesse ou l'avertissement de ce qui allait venir. Allongé dans cette tente, les yeux fixés sur la lumière de la lune qui filtrait à travers le tissu, je pensais à m'enfuir, à tout emballer, tout oublier et laisser Connor à la folie dans laquelle il m'avait entraîné. Mais lorsque sa voix brisa le silence, basse et ferme, disant « Il est temps », je me sentis figé sur place. Mon estomac se tordit, mais je rampais hors de la tente, plus par obligation que par bravoure. Le feu était éteint, seule une faible volute de fumée s'élevait dans l'air nocturne. Connor était déjà debout, complètement nu, sa peau pâle se détachant dans l'obscurité. J'hésitais, cherchant une trace d'humour sur son visage, un signe que tout cela n'était qu'une blague, mais il n'y en avait pas. D'un souffle tremblant, je me déshabillais, l'air nocturne me frappant comme un avertissement froid. Je ne m'étais jamais senti aussi exposé de ma vie. Vulnérable ne rendait même pas justice à ce que je ressentais. Mes mains saisirent le lièvre que nous avions tué, et je le pressai contre ma poitrine, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi, pour me protéger du monde. Connor saisit une poignée de cendres dans le foyer et s'approcha de moi. Avant que je ne puisse poser une question, il souffla un nuage de suie sur moi, les fines particules se déposant dans mes cheveux, sur ma peau. Puis, il en étala le reste sur lui, un geste silencieux et rituel qui me rendit plus mal à l'aise que jamais. Nous marchâmes. Au début, la forêt semblait vivante de sa chorale habituelle, des criquets, des hiboux lointains, le bruissement de créatures invisibles dans les sous-bois. Mais à mesure que nous avancions, les bois semblèrent retenir leur souffle. Un à un, les bruits disparurent, jusqu'à ce que tout ce que je puisse entendre soit le craquement de nos pas et le doux frémissement du vent. C'était comme si nous marchions dans le cœur d'un prédateur vaste et silencieux. Et puis je l'ai entendu. Un mouvement à notre gauche, des pas lourds, délibérés, suivant notre rythme. Mon cœur monta dans ma gorge, mais je gardais les yeux fixés devant moi, comme Connor me l'avait dit. Marcher d'un pas constant, regarder le chemin, et surtout, ne pas les regarder. Ces mots résonnèrent dans mes oreilles, un mantra à peine capable de contenir ma terreur. Le bruit des pas à notre droite se joignit au premier, puis un grognement, une vibration basse et gutturale qui semblait contourner mes oreilles pour se loger profondément dans ma poitrine. Mes mains se refermèrent plus fort sur le lièvre, la sueur froide glissant sur mes paumes. On dit que l'infrason, les vibrations de basse fréquence, peut déclencher une peur primitive chez les humains. Les tigres l'utilisent dans leur rugissement pour paralyser leur proie. Mais à cet instant, je n'avais pas besoin d'un scientifique pour me le dire. Quoi que ce soit là-bas, son grognement plongeait dans quelque chose d'ancien et de brut en moi. Et je savais, c'était la peur que mes ancêtres portaient en eux. La terreur qui chuchotait des avertissements sur les lieux sombres du monde. Les créatures nous encadraient, leurs mouvements lents et délibérés. Puis, sans prévenir, l'une d'elles se détacha de la ligne des arbres derrière nous, dévalant la végétation et s'avançant sur le sentier. Son grognement se fit plus profond, et je pouvais sentir ses pas résonner dans la terre, se rapprochant à grands pas. Le bruit de sa charge était écrasant, la terre et les feuilles éclatant contre l'arrière de mes jambes. Chaque instinct me criait de me retourner, de fuir, de me battre, mais je me forçais à continuer à marcher, les yeux fixés sur le dos de Connor. La créature s'arrêta juste avant, le claquement de ses dents suffisamment fort pour me faire sursauter alors qu'elle mordait l'air. Je sentis son souffle chaud sur mes mollets et mes genoux faillirent, mais d'une manière ou d'une autre, je continuais. Le sentier s'ouvrit enfin sur une clairière baignée par une lumière lunaire si brillante qu'on aurait cru que c'était le milieu de la journée. L'herbe et la sauge des prairies scintillaient comme de l'argent, chaque brin gravé dans un détail parfait. Nous nous arrêtâmes et le silence nous pesa comme un fardeau. Pendant un moment, il n'y eut rien, aucun mouvement, aucun son, juste une immobilité oppressante. Puis je les ai vus. Des yeux brillaient dans l'ombre devant nous, deux orbes de lumière reflétant la lune comme du feu froid. Lentement, une silhouette massive émergea, avançant à quatre pattes.
Son pelage noir semblait avaler la lumière, un vide, contre le paysage argenté. Ses yeux brillaient, deux perles pâles et menaçantes fixées sur nous. Deux autres silhouettes suivirent, flanquant la première. L'une était plus maigre, son pelage captant la lumière de la lune comme de l'argent filé, ses yeux d'un ambre ardent. L'autre était plus trapu, parsemé de taches, avec des yeux comme des braises mourantes, luisant faiblement en rouge. Je perdis presque mon courage lorsque je sentis un souffle chaud sur l'arrière de mes jambes. Un bruit de flair suivit, et je me figeai, alors que quelque chose me tournait autour, sa présence massive et terrifiante. Il grogna à nouveau, bas et guttural, et je sentis son effroi frôler l'arrière de ma jambe, puis ma hanche. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait éclater. Connor restait immobile à côté de moi, son calme étant le fragile lien qui m'empêchait de sombrer dans la panique. La créature derrière moi grogna encore, son grondement guttural vibrant dans mes os. J'aperçus son mouvement dans le coin de mon œil. Une ombre immense qui tournait autour, testant, évaluant. Elle se lança soudainement, claquant ses dents à quelques centimètres de mon entrejambe, l'air de sa morsure soufflant comme une rafale contre ma peau. Je tressaillis, mon corps tout entier frissonnant de terreur primitive. Mais je ne brisai pas, je ne courus pas. La chose sembla faire une pause, comme pour peser ma réaction. Puis elle expira, un souffle bas et râpeux, avant de se retirer dans l'ombre, me laissant tremblante et vivante pour l'instant. Le plus grand des hommes-chiens, noir comme le vide lui-même, nous fixait avec une intensité qui semblait presque physique, comme s'il appuyait contre mon âme même. Puis, avec un bruit humide et sec qui me souleva l'estomac, il commença à se transformer. Les os et les tendons craquèrent alors qu'il se relevait lentement sur deux pattes. Le mouvement était délibéré, méthodique, comme s'il marquait sa dominance à chaque centimètre qu'il gagnait en hauteur. Les deux autres suivirent son exemple, leur mouvement un peu moins gracieux, mais tout aussi terrifiant. Les deux qui l'accompagnaient étaient eux-mêmes énormes, 7, peut-être 8 pieds de haut, mais le noir les dominait, mesurant facilement 10 pieds, si ce n'était plus. Sous lui, je me sentais comme un enfant levant les yeux vers un nuage orageux prêt à déchaîner sa fureur. La lumière de la lune l'encadrait, mais à peine. Sa taille semblait avaler la lumière, son ombre s'étendant vers l'extérieur comme une chose vivante. Connor croisa mon regard et fit un geste subtil vers le lièvre que je serrais contre moi comme une bouée de sauvetage. Mon corps semblait paralysé, piégé dans la terreur au ralenti d'un cauchemar. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Puis, un grognement provenu de derrière moi, bas et guttural, vibre à travers ma colonne vertébrale et me secoue hors de ma paralysie. Mes jambes se mirent à bouger presque d'elles-mêmes, m'entraînant en avant dans des pas saccadés, hésitants. Chaque foulée semblait me rapprocher du bord d'un précipice. Je m'arrêtais devant le dogman noir, son ombre m'enveloppant comme si j'étais entré dans la gueule d'un prédateur ancestral. Je m'agenouillai, posant le lièvre à ses pieds. En me redressant, je sentis son regard sur moi, une intensité qui brûlait comme la chaleur d'une forge. Et puis il bougea, la tête massive se baissa, et un bruit de flair remplit mes oreilles. Un nez entra dans mon champ de vision périphérique, puis une gueule, et enfin ses orbes lumineuses, ses yeux, flottant à quelques centimètres de mon visage. Ils brillaient faiblement, presque de manière hypnotique, comme deux lunes suspendues dans le vide. C'était comme si quelque chose d'intangible m'avait quitté à cet instant, comme si la créature était entrée en moi pour prendre quelque chose que je ne savais même pas avoir. Ma poitrine se serra alors que je me forçais à détourner le regard de ses yeux, arrachant mes yeux de ces deux points lumineux. Lentement, prudemment, je fis quelques pas en arrière, me repliant à côté de Connor. Le dogman noir se pencha pour inspecter le lièvre, le reniflant avec des inspirations profondes et délibérées. Puis il grogna, un bruit bas et guttural, et fit un geste de la main griffue. Une des créatures flanquant le dogman s'avança, saisissant le lièvre d'une seule main. Ce qui semblait être un lièvre de taille respectable paraissait désormais lamentablement petit dans la prise de la créature. Sans hésitation, elle disparut dans l'ombre, fondant dans la forêt comme de la fumée. Connor s'avança à son tour, ses mouvements mesurés et calmes. Sous son bras, il tira le sac de preuves que nous avions rapporté du site. Une par une, il déposa les objets au sol, un morceau de tissu ensanglanté, une alliance teintée de noir à cause du sang séché, une petite chaussure d'enfant, et enfin une mèche de cheveux dorés. Chaque objet semblait attirer davantage l'attention de l'Alf. Lorsqu'il atteignit les cheveux, il se pencha pour les renifler profondément, un grognement bas émergeant de sa poitrine, semblable à un tonnerre lointain. Il se redressa, sa hauteur imposante, ses yeux perçants fixés sur Connor. Il y avait plus. Connor plongea à nouveau dans le sac et en sortit les derniers objets. Un amas de fourrure retrouvé dans la main du père, des échantillons de salive prélevés sur les blessures, et un flacon de terre imbibé d'urine collecté près du site. L'Alf les renifla aussi, son grognement devenant de plus en plus profond à chaque seconde qui passait.
Finalement, il laissa échapper un reniflement sec, le son fort et autoritaire, avant de se dresser à sa pleine hauteur. Sans un mot, ou peut-être avec plus de sens que les mots ne pouvaient le transmettre, il se tourna. La créature massive se retira dans les arbres, disparaissant dans l'obscurité, comme si la forêt l'avait engloutie tout entière. Les deux créatures déflanquantes se suivirent de près, l'une d'elles jetant un regard en arrière, accompagné d'un grognement bas et menaçant qui fit frissonner tout mon corps. Nous restâmes là, enracinés sur place, jusqu'à ce que la forêt reprenne vie. Les bruits des insectes, le bruissement des feuilles, tout revint en un instant, comme si les bois retenaient leur souffle avant de relâcher tout d'un coup. Le poids se leva de ma poitrine et mes jambes faillirent sous moi. J'avais l'impression de pouvoir m'effondrer de pur épuisement et de soulagement. Connor laissa échapper un long souffle tremblant, son calme habituel se fissurant juste assez pour laisser paraître une lueur de nervosité. Il se tourna vers moi, un petit sourire traversant son visage. « Je crois qu'elle t'aime bien, » dit-il, ces mots si absurdes que j'en eus presque un rire nerveux. Mes genoux se dérobèrent légèrement et je dus me rattraper avant de tomber. Le retour au camp sembla irréel, comme si la forêt nous pressait de partir. On aurait dit que quelqu'un avait activé le bouton avance rapide sur la bande de nos vies, le chemin devenant flou sous nos pieds. Le périple autrefois angoissant à travers les bois semblait désormais un rêve fugace ou un cauchemar cherchant à échapper à ma mémoire. Lorsque nous arrivâmes au camp, nous ne disions rien. Connor et moi enfilâmes nos vêtements en silence, cet acte banal nous ramenant à quelque chose qui se rapprochait de l'humanité. Puis nous montâmes dans nos tentes. Je pensais que je ne dormirais jamais à nouveau, mon pouls battant encore dans mes oreilles comme un tambour. Mais l'épuisement a une manière bien à lui de surmonter la terreur. À peine ma tête toucha l'oreiller de fortune, le vide m'engloutit. Les jours suivants s'écoulèrent dans un étrange rythme fait d'attente et d'observation. Connor insista pour que nous restions dans la région jusqu'à ce que nous ayons la confirmation que les dogmen avaient résolu le problème. « C'est une partie du rituel », avait-il dit. Sa voix calme, mais ferme. Pendant ces jours-là, il me raconta l'histoire de sa première fois en train de réaliser le rituel de contact. Ce n'était pas dans cette région du pays, mais il mentionna avoir travaillé avec ce groupe auparavant. Selon lui, le rituel se pratiquait à travers tout le pays, sous des formes variées adaptées aux différentes régions. Le but, cependant, était toujours le même, combler l'écart entre nous et eux dans la plus fragile et dangereuse des trêves. La troisième nuit, la forêt finit par se réveiller avec des nouvelles. Le hurlement commença en pleine nuit, lointain mais glacé, perçant jusqu'aux os. Il roula à travers la nature en vagues, primales et superposées, les voix d'un groupe chantant dans une cacophonie de triomphe et d'avertissement. Ce n'était pas sans rappeler le chœur chaotique des coyotes, mais la profondeur et la résonance en étaient distinctement étrangères. Le son tordit quelque chose dans mes entrailles, un mélange d'admiration et de malaise. Au matin, nous avions notre réponse. Devant le feu de camp, 3 mains tranchées étaient étendues, massives, griffues et grotesques. Elles étaient disposées proprement en ligne, la scène à la fois cérémonielle et brutale. Connor n'hésita pas. Il s'approche des mains, un sourire s'élargissant sur son visage. « On dirait qu'ils ont réglé ça, » dit-il, en se baissant pour examiner l'une des mains. Je restais figé, la vue de ces membres énormes et mutilés se gravant dans mon esprit. Connor en souleva une et me la tendit, et instinctivement, je tendis la main, bien que mon estomac se tordît en la prenant. La main était plus lourde que je ne l'avais imaginé, semblable à un morceau de métal plutôt qu'à de la chair et des os. Les griffes s'étendaient légèrement, chacune mesurant près de 5 pouces, prêtes à infliger une mort rétractable. La fourrure de chaque main était d'une couleur différente, preuve qu'elle provenait d'individus différents, et chacune d'elles était une main gauche. Connor mit chaque main dans un sac séparé, les manipulant avec soin, comme un collectionneur qui vient de découvrir un trésor rare. « Les gars du labo vont en perdre la tête, » dit-il, son sourire s'élargissant. « Ils laissent rarement des restes derrière eux, c'est comme de l'or. » Avec leur message transmis, et sans signe de perturbation supplémentaire, nous avons emballé nos affaires et sommes partis. De retour au DNR, nous avons déposé nos rapports, informant les quelques personnes autorisées à savoir que la situation avait été résolue avec succès. Le rituel de contact avait fonctionné et la menace avait été neutralisée. Les suites de l'affaire furent étranges. Je devins une sorte de célébrité mineure au sein du département. Des histoires sur le rituel de contact circulèrent, la plupart fortement exagérées. Mais cela ne me dérangeait pas de les laisser aller. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en parle jamais de manière légère. Ce n'est pas le genre de sujet à aborder autour d'un café ou de quelques bières. C'est quelque chose qui vit au fond de mon esprit, toujours là, un rappel silencieux de la fragilité de l'équilibre entre notre monde et le leur. Je me suis dit que je ne le referais jamais, sauf en cas de force majeure, et pendant des années, cela resta vrai. Mais récemment, les rapports ont commencé à s'accumuler. Incidents, apparitions, rencontres. Pas le genre paisible, non plus. Quelque chose est en train de changer.
Ils deviennent plus actifs, plus agressifs, et nous ne savons pas pourquoi. La paix que nous avons réussi à maintenir pendant des siècles commence à se fissurer, et je ne peux m'empêcher de craindre le pire. Si nous ne parvenons pas à rétablir cet équilibre, ou si eux ont décidé qu'ils en avaient assez, l'avenir de nos deux espèces est quelque chose que je préfère ne pas imaginer. Mais quelque chose me dit que nous n'aurons pas le luxe de l'éviter encore bien longtemps.